Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous faire un top 3 des meilleurs claviers low profile du moment. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse. Sur mes dernières vidéos, j'ai eu des remarques comme quoi mon son n'était pas bon ou des choses comme ça. C'est très important que vous soyez un petit peu indulgent avec moi, tout simplement parce que ce n'est pas mon métier de faire des vidéos, c'est quelque chose que je découvre avec Cocotland. J'ai dû faire 5 vidéos en tout ou quelque chose comme ça. Et autant dire que c'est un exercice qui est loin d'être facile et je ne m'attendais pas que ce soit aussi dur. Alors petit à petit, à chaque vidéo, j'essaie de m'améliorer. Maintenant j'ai mis un micro, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que l'éclairage est à peu près bon. Donc voilà, j'espère qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Donc voilà, je risque encore de bafouiller, mais dans tous les cas, je trouvais pour le sujet d'aujourd'hui que faire ça en vidéo, c'était intéressant. Et, tout simplement, ça allait me permettre d'aller un peu plus loin dans mes explications et surtout pouvoir montrer et illustrer ce dont je parle. En plus de ça, dans le cadre du sujet qui nous ramène aujourd'hui, c'est-à-dire les claviers low profile, c'est d'autant plus intéressant qu'on a pour une fois 4 claviers dans nos locaux. Et sur les 4 claviers, il y en a 3 que nous considérons comme étant notre top 3 des meilleurs claviers low profile du moment. Du moins du côté des claviers ISO FR, c'est-à-dire avec les touches AZERTY, qui sont donc les touches françaises classiques. Alors pourquoi aujourd'hui on ne vous présente pas les claviers des marques comme Nuffy ou Lofree par exemple. D'ailleurs au passage on a un Lofree dans nos locaux, donc il y aura bientôt un test sur l'un de ces claviers là. Mais si on ne vous les présente pas aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce sont des claviers au format ANSI US et donc avec des touches QWERTY. Or dans ce top, on a voulu vraiment se concentrer sur les claviers qui se destinent un peu à tout le monde et donc qui auront des touches AZERTY. À savoir qu'on aurait pu imaginer que acheter des keycaps AZERTY pour les mettre sur des claviers américains, c'est pas, normalement c'est pas impossible, c'est quelque chose qu'on vous présente assez souvent sur Cocotland sur les claviers mécaniques au format normaux. Mais malheureusement, sur les claviers low profile, il n'est pas possible d'acheter des keycaps AZERTY ISO. Il y en a bien un qui existe, mais c'est un modèle de chez Keychron qu'on peut acheter directement sur leur site, mais qui malheureusement n'a pas toutes les touches pour pouvoir s'adapter sur tous les claviers, et en plus qui a vraiment le design typique Keychron. Donc pour nous, on pense qu'il est mieux qu'il soit utilisé sur les claviers Keychron exclusivement. Et donc si on s'intéresse au clavier low profile AZERTY, eh bien ça va assez vite à faire le tour des claviers puisqu'il y en a très peu. Vous en avez 4 derrière et il n'y en a pas beaucoup plus sur le marché. Parmi les autres claviers qui ne sont pas présents ici, vous avez par exemple toutes les anciennes gammes de la marque Logitech, ceux qui ont précédé le G515 que vous avez là, notamment le G915, mais malheureusement, si on ne vous le présente pas aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas considéré qu'il pouvait être sur le podium. On y reviendra un petit peu plus tard, notamment sur, d'une manière générale, des remarques à faire sur les claviers Logitech. Un autre clavier qui aurait pu être présenté aujourd'hui, c'est les PureWriter de Sharkoon, des claviers très abordables, qui ont pendant un temps été considérés comme vraiment pas mal, plutôt très intéressants. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont un petit peu dépassés, d'autant plus qu'ils sont présentés que en filaire. Mais si vous en trouvez un pour pas très cher, très franchement, on recommande quand même les Sharkoon PureWriter, qui sont des claviers très sympas, qui n'ont finalement que ce défaut d'être filaire. Un autre modèle de clavier low profile, c'est le CK622 de chez Cooler Master, un clavier qui malheureusement déjà en 2021 n'avait pas obtenu une bonne note dans nos tests puisqu'il avait eu seulement une médaille de bronze avec comme remarque des switches et des stabilisateurs qui n'étaient pas au niveau. C'est donc un clavier que nous ne recommandons pas plus que ça. Donc vous voyez, on a rapidement fait le tour. Il reste bien quelques autres claviers low profile qui existent, notamment des anciens modèles de chez Corsair. Mais on va pas non plus vous les présenter aujourd'hui parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis et parfois ils sont même encore durs à trouver aujourd'hui. On ne va pas non plus parler des claviers avec des switches de type chiclette. Nous allons nous concentrer essentiellement sur les switches dits mécaniques. Alors habituellement quand on fait un top on commence toujours par le dernier de la liste et puis on remonte petit à petit jusqu'au meilleur, mais aujourd'hui on ne va pas faire comme ça, on va vous présenter tout de suite quel est le meilleur, et tout simplement parce qu'en fait il est très difficile de le comparer aux autres tellement il se détache, tellement il a assez peu de défauts. Donc on va en parler de manière isolée à la fin. Mais surtout on va se concentrer sur les deux qui suivent et celui qui est en dehors du top 3. Alors, roulement de tambour, à votre avis, quel est le meilleur? Ceux qui suivent Cocotland ont sûrement déjà deviné. C'est un clavier
qu'on n'attendait pas pour être aussi bon. On ne se pensait pas cette marque arriver sur le secteur des claviers avec autant d'innovation et autant de capacité à adopter les codes du monde du clavier custom. C'est tout simplement le ROG Falcon RX Low Profile de chez Asus, qui est un clavier un peu cher, qui est le plus cher de la liste, puisqu'on va le trouver dans les alentours de 200 € sur le marché, mais qui ne cumule que très peu de défauts, qui coche toutes les cases de ce que nous, on attend d'un clavier aujourd'hui, d'un clavier dit moderne, avec des touches lubrifiées ou des touches qui glissent très bien, une sensation de frappe vraiment au top. Mais on va y revenir. On va d'abord parler des autres claviers, tout simplement parce que c'est tout ce qu'on va aborder sur les autres claviers nous permettra de mieux comprendre pourquoi celui-ci se détache. Puisque c'est le plus cher, on trouve le ROG Falcon RX d'Asus dans les alentours de 200 €, alors que tous les autres qu'on va vous présenter aujourd'hui sont des claviers qui se trouvent dans les alentours de 120 € à peu près, jusqu'à 150. Donc maintenant qu'on a écarté le Falcon d'Asus pour pouvoir en parler un peu plus tard, il est temps également d'écarter celui qui n'est pas sur le podium. Là, vous allez peut-être être surpris, mais celui qui n'est pas sur le podium, c'est le G515 de Logitech. Alors pourquoi le G515 n'est pas sur le podium? En fait, il n'est même pas à la 4e place. Si on avait voulu mettre une 4e place, ça aurait été le Pure Whiter de Sharkoon, dont on vous a parlé juste avant. Si le G515 de Logitech n'est pas sur le podium, c'est tout simplement parce qu'il a raté la chose la plus importante à ne surtout pas rater dans un clavier, c'est la qualité de sa frappe, c'est-à-dire le choix des switches de Logitech. Lorsque le G515 est arrivé dans nos locaux, à regarder la fiche technique, on était très emballés. Il cochait toutes les cases et puis surtout, Logitech nous annonçait que tous les défauts qui étaient inhérents au G915 allaient être corrigés. Et les défauts du G915, c'était un problème de lubrification des switches qui n'était tout simplement pas agréable à utiliser tel quel, et un problème de wobble, c'est-à-dire des touches qui avaient tendance à bouger. Sur le G915, Logitech avait installé des switches maison, et cette fois, Logitech nous annonçait des switches venant de chez Kailh. A priori, donc, tout se passait très bien, d'autant plus qu'il y avait d'autres innovations qui nous plaisaient beaucoup. Logitech nous annonçait avec ce G515 les premiers keycaps low profile AZERTY en PBT. Autant dire que nous, on était plutôt très emballés à ce moment-là, parce que des keycaps en PBT, pour la catégorie des claviers low profile, c'était quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Donc autant dire qu'on en attendait beaucoup de ce G515, et puis malheureusement ça a été un petit peu la douche froide au moment de poser les doigts sur le clavier, tout simplement dû à un problème de wobble. On va y revenir, on va vous montrer ça en vidéo pour que vous compreniez ce que c'est que le wobble et pourquoi ça nous a fait écarter le G515. On espère évidemment que Logitech va faire une révision de ce clavier pour le proposer avec de meilleurs switches. Tout simplement parce que si le clavier avait eu de bons switches dès le départ, on est quasi sûr qu'on aurait pu considérer ce clavier comme un des meilleurs du moment et il aurait clairement dépassé les deux autres que nous allons vous présenter juste après. Donc vous l'avez compris, pour se partager la 2e et la 3e place, il ne reste plus que les claviers de la série K de chez Keychron, notamment ici le K5 Pro qui est à 100% et le K7 Pro qui est à 65%, à savoir qu'il y a plusieurs formats, il y en a d'autres. Et il reste aussi le Cherry MX LP 2.1. Nous allons donc rentrer dans les détails en décortiquant ces deux claviers-là en particulier, en mettant en comparaison le Logitech. Et ça va nous permettre de vous expliquer pourquoi tantôt c'est l'un qui va prendre la 2e place, tantôt c'est l'autre. Et surtout, ça va également nous permettre de vous expliquer ce sur quoi nous nous concentrons quand nous testons nos claviers chez Cocoteland. Et bien c'est parti! Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo
c'est VIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Alors, avant de retirer l'Asus du bureau, on va d'abord parler des keycaps. À savoir que ici, le seul clavier qui a des keycaps en PBT, comme on vous l'avait dit précédemment, c'est le G515 de Logitech, qui est le tout premier à avoir des keycaps en PBT, alors que les trois autres ont des keycaps en ABS. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre de l'ABS et du PBT? C'est tout simplement que le PBT est un plastique qui est beaucoup plus dur et qui ne marque pas avec le temps. Donc il va résister plusieurs années, tandis que l'ABS va marquer au bout de quelques semaines. Vous avez pour exemple ici le clavier de Cherry, qui est un clavier utilisé par l'un de nos testeurs, c'est le clavier d'Amine. Et vous voyez ici, notamment dans la partie ZQSD, on voit que les touches sont beaucoup plus bruyantes. Ici, vous avez l'Asus, le Falcon d'Asus. Lui aussi, il a des touches en ABS. C'est un point qu'on considère comme négatif. Mais il a la particularité d'avoir ses touches blanches. Et celui-ci, c'est un clavier que j'utilise moi-même. Et malgré le fait que les touches aient déjà commencé à marquer, eh bien ça ne se voit pas. À côté, vous avez les claviers de la série K de Keychron. Alors ceux-là sont complètement neufs. On voit que les touches sont en parfait état. On vient de les recevoir et le test est à venir pour bientôt. Et donc à gauche, on a le G515 de Logitech. Là, cette fois, bien que ce soit du PBT, on remarque un petit défaut, enfin pas qu'un petit défaut, mais le lettrage ne se voit quasiment pas, à moins d'allumer le clavier. C'est un défaut qu'on ne verra pas sur la version blanche du clavier, mais c'est quelque chose à noter. Il est quasiment impossible de l'utiliser sans l'allumer. Vous voyez la différence, c'est flagrant. Malheureusement, le problème des touches en ABS est commun à tous les claviers low profile, mis à part le G515 de Logitech. Donc il faut le savoir, il faut s'attendre à ce que les touches prennent cette espèce d'aspect brillant qui apparaît au bout d'un moment. On en profite également pour aborder la question du RGB. Ici, une fois que le clavier est allumé, le G515 s'en sort plutôt bien, le RGB est plutôt joli. On note quand même un défaut, les touches qui sont juste ici ne s'éclairent pas. Et certains n'apprécient pas. Côté Geekron, on est aussi sur un éclairage Shine Through, donc qui place à travers les lettres, très joli aussi. Du côté du Falcon d'Asus, c'est pareil, on a un très joli rétroéclairage avec un passage au travers des lettres, ce qui n'est pas courant, on le rappelle. On appelle ça Shine Through. On termine avec le Cherry. Là aussi, on a un bel éclairage Shine Through comme les autres. Comme quoi, ils ont tous cette option. Par contre, un petit peu moins d'options côté rétroéclairage. On est sur des choses beaucoup plus basiques, mais malgré tout, pour un clavier, il n'est pas vraiment nécessaire de partir dans des éclairages qui éclairent de partout. Une lumière fixe fera très bien le job pour la plupart des gens. Allez, c'est parti, cette fois on va rentrer dans le dur, on va commencer à parler des châssis, à savoir que le meilleur châssis entre ces trois-là, c'est celui du Logitech, et vous allez voir, hein, on va le répéter assez régulièrement, Logitech, s'il n'y avait pas eu le problème de switch, c'est lui qui gagnait le duel avec ces trois-là, quoi. Donc on est sur un châssis qui est plutôt solide, avec un peu de poids aussi, donc idéal pour mettre sur un bureau pour pas que ça bouge, parce qu'on n'a pas vraiment envie d'un clavier qui bouge quand on est en session d'écriture ou en session de jeu. Dans l'ensemble, les deux autres vont être plutôt légers, hein, on est sur des choses qui peuvent potentiellement bouger, mais celui qui risque le plus de glisser, c'est le Cherry. Il y a aussi la question des patins.
Le Logitech a des patins qui permettent un soulèvement plutôt assez correct. On va retrouver plus ou moins la même chose du côté de Kikron. Par contre, aucun patin du côté de Cherry. Finalement, c'est donc le Cherry qui a le moins bon châssis. Et d'ailleurs, on lui reproche même d'avoir un style un peu trop plastique. Hein, même si il n'y a rien de spécial à dire, il a une tendance à sonner creux. Tandis qu'à côté, celui de Kikron sonne un peu mieux. C'est des remarques qui vont avoir une influence sur la qualité de frappe, hein, mais bon, on verra plus tard. Cherry s'en sort quand même assez bien, donc ça reste un défaut assez minime. Alors, le point suivant à aborder, c'est celui de la sensation de frappe, et ici, le grand gagnant en sortie de boîte, en tout cas, c'est le Cherry. Alors, pourquoi on précise en sortie de boîte? Tout simplement parce qu'il est possible d'améliorer le Kikron, et vous allez voir, c'est grâce à ça qu'on va peut-être considérer le Kikron comme meilleur que le Cherry, tout simplement parce que c'est très facile de l'améliorer. Mais on va y revenir. On va d'abord commencer par aborder la question du wobble et pourquoi le G515 perd toute compétition à cause de ses switches. Alors le wobble, en fait, tout simplement, c'est le fait qu'une touche va bouger quand on va appuyer dessus. Quand on veut un bon clavier, quand on veut un clavier agréable à utiliser, on veut que les touches ne bougent quasiment pas et que la plongée soit nette du haut vers le bas. Un switch qui va bouger comme ça va avoir tendance à être désagréable et avoir là une sensation de vibration au moment de la frappe. Vous n'aurez absolument pas ce problème avec le Kikron qui est plutôt stable. Vous voyez, hein, j'ai du mal à le faire bouger. Et pareil chez Cherry. Assez curieusement, hein, d'autant plus pour Cherry, parce qu'on n'est pas non plus des grands fans des Switch MX classiques chez Cherry, et pourtant, du côté des low profile, ils s'en sortent plutôt très bien. En plus de la question du wobble, il y a également la question de la lubrification qu'il faut aborder. C'est pour ça qu'on va considérer le Cherry comme le meilleur en sortie de boîte. C'est tout simplement lui qui est le moins scratchy. Quand on appuie dessus, on a assez peu de sensation de frottement sur les bords du stem, en gros la partie qui plonge dans le switch. Ça va être un peu plus désagréable sur le Kikron. Et là, vous voyez que celui-ci, on l'a modé, on a fait un petit quelque chose qui le rend bien meilleur. C'est celui-ci qui ne l'a pas eu, et d'ailleurs, peut-être que les plus aguerris d'entre vous vont l'entendre à l'oreille. Bon, c'est pas aussi évident que je pensais, mais en réalité, ils sont légèrement scratchy, mais pas de beaucoup. Hein. Clairement, c'est quand même déjà pas mal. Et le dernier, le moins bon, malheureusement, c'est le Logitech qui est assez désagréable. Quand on appuie sur, en plus du wobble, on a une sensation de frottement sur les côtés qui lui fait perdre toute qualité, quoi. Alors vous nous diriez peut-être qu'il est possible de retirer les switches du Logitech pour ensuite les lubrifier nous-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas possible, tout simplement parce que Logitech a décidé de les souder directement au PCB. Donc à moins que vous ayez envie de tous les dessouder un par un, oubliez ça. À côté, vous avez le Kikron et le Cherry. Ils ne sont pas soudés, mais par contre, ça reste quand même assez difficile de lubrifier, du moins de manière classique, les switch low profile, parce que il est très difficile de trouver des switch openers adaptés à ces switches-là. Alors, comment faire pour améliorer les claviers low profile sans avoir à y passer des heures en démontant chaque switch un par un? Tout simplement, vous enlevez les keycaps comme ici. Vous prenez un petit pot de graisse, ici c'est de la GPL 205 de chez Krytox. Vous en mettez un petit peu sur votre pinceau et vous allez appliquer votre graisse ici tout autour des stems. Évidemment, ce n'est pas une lubrification dite parfaite, mais on améliore quand même le résultat. Et très franchement, c'est quelque chose que nous vous conseillons. D'autant plus que c'est très rapide, en moins de 30 minutes, vous aurez terminé. Et maintenant que vous avez appliqué votre graisse sur votre clavier Kikron, vous allez obtenir une sensation de frappe vraiment agréable, très peu de wobble, une sensation de glisse plutôt assez bonne. Pas aussi bonne que sur le Falcon, mais quand même, on est sur quelque chose d'excellent. Autre chose, d'autant plus que si on ajoute au prix du clavier le pot de graisse, on va dire une dizaine d'euros pour le pot de graisse, on est sur du 120 euros plus 10 euros, ce qui fait 130 euros, alors que le Cherry est à 140 et que le clavier Logitech est à 150. Par contre, le clavier de Kikron perd sur un point qui pourra être essentiel pour certains, c'est-à-dire qu'il n'a pas de dongle RF. Il n'est possible de le connecter en sans fil uniquement que via le Bluetooth, tandis que les deux autres
sont des trimodes, donc ce sera RF, RF Bluetooth et filaire. Il est temps de parler du clavier d'Asus, et comme pour les autres, on va reprendre les points un par un. À commencer par le châssis. Alors au niveau du châssis sur le Falcon d'Asus, on va constater un mélange entre du plastique pour la partie inférieure et une sorte d'aluminium pour la partie supérieure, ce qui va apporter du confort et un peu de poids. À l'arrière, il est bon de constater que le clavier est bien rempli. Hein, quand on tape dessus, ça sonne pas creux, ça sonne plein. Et vous remarquez ici les patins surrévélateurs avec 2 niveaux, ce qui est assez classique sur les claviers. Du côté de la sensation de frappe, c'est clairement un sans faute pour Asus. Hein. On est sur quelque chose qui est parfait. Il n'y a quasiment aucun wobble. Ça, on en a parlé un petit peu avant et on va y revenir quand on va enlever les keycaps. Vous avez des switches qui sont parfaitement lubrifiés. Alors ici, c'est vraiment important de bien le préciser. Ce qu'on voudrait, c'est que tous les claviers soient lubrifiés de cette façon. C'est une évidence pour nous que c'est ça qui est le futur hein, dans l'univers des claviers. Tout clavier aujourd'hui qui sort à un certain prix et dont la lubrification n'est pas au poil, pour nous c'est un point négatif instantanément. Ici c'est pas le cas, c'est tout simplement parfait. Cette lubrification va vous donner vraiment un grand confort au moment de la frappe. Hein. Déjà, ça va atténuer le bruit, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Et puis surtout, vous allez avoir une sensation très agréable au moment de la plongée. Ici, la meilleure analogie pour pouvoir expliquer ce qu'on ressent quand on tape sur ce clavier, ce serait de dire qu'on a l'impression d'écrire sur du beurre. Hein. C'est comme si on tapait sur du beurre, c'est moelleux, ça s'enfonce tout seul, c'est très agréable. Donc comme on vous l'a dit, c'est clairement un sans faute et vraiment tout clavier confondu, que ce soit des low profile ou autre, on voudrait voir ça. On va enlever les keycaps et on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Alors maintenant qu'on a enlevé les keycaps, on a une vue directe sur les switches et comme vous pouvez le voir, nous-mêmes on a été vraiment très étonnés quand on a vu ça. Ce sont des switches qui sont complètement innovants, c'est très éloigné de ce qu'on voit habituellement. Vous avez la LED qui est au centre du switch et vous avez 4 points d'accroche qui sont juste autour. Et c'est ça qui va conférer la stabilité à l'ensemble puisque le keycaps va venir se placer sur le switch et va être placé directement sur les 4 petits picots que vous voyez là. Et forcément, du coup, ce sera beaucoup plus stable au niveau de la plongée. C'est donc très différent de tout ce que l'on a connu jusqu'ici. On prend par exemple sur le Keychron, on voit un switch classique. Et comme vous pouvez le voir, on a une croix au centre. Et le keycap vient se fixer directement sur la croix. Ce qui fait qu'il est fixé uniquement par le centre. Ça veut dire que techniquement, ça peut engendrer du wobble en appuyant sur les côtés. C'est beaucoup plus stable sur l'Asus. Dernière chose à savoir sur les switches du Falcon d'Asus, c'est que ce ne sont pas des switches mécaniques à proprement parler, mais des switches optiques. À savoir qu'il n'y a que 2 claviers à notre connaissance pour le moment qui partagent cette même conception. L'autre clavier low profile dont on n'a pas mentionné, c'est le Deathstalker V2 Pro de chez Razer, mais qui malheureusement n'avait eu qu'une médaille d'argent dans nos lignes. Et il existe également une solution chez Keychron qui vend ces switches optiques à part, mais par contre pas de clavier prémonté et ils ne sont pas compatibles avec tous les claviers. Alors, on a tenu à insister sur le Switch, pas seulement pour parler de ses qualités, mais aussi pour rappeler qu'Asus est une des marques qui investit le plus dans la recherche et développement, et c'est pour ça que ça peut expliquer parfois les prix un peu élevés. Hein. Et puis l'autre chose que ces Switch vont apporter, c'est une particularité du coup qui va se retrouver uniquement sur ce clavier, c'est que vu que les LED sont au centre, eh bien c'est le seul clavier qui a son lettrage placé au centre des touches. Maintenant qu'on a parlé des switches, on va rapidement aborder la question des stabilisateurs. En gros, les stabilisateurs, c'est ça, hein, ce qu'on voit juste à droite et à gauche du bouton de la barre d'espace. Ce sont des éléments qui vont permettre de stabiliser la touche. En gros, on va retrouver la même chose ici du côté de la touche entrée. Et ça va éviter que la barre parte à droite ou à gauche. Alors, je vais la remettre. Donc voilà, la barre d'espace est remise. Ici, pour juger les stabilisateurs, ça va être exactement comme on juge les switches. On va s'intéresser à la qualité de la plongée, savoir s'ils sont scratchy ou si au contraire ils glissent correctement. On pourra aussi s'interroger à savoir si la barre d'espace va générer une espèce de résonance au niveau sonore ou un claquement assez désagréable. Ici, RS, il n'y a rien à signaler. On a quelque chose qui plonge tout à fait de manière correcte. Pas de son anormal, etc. Une petite vibration peut-être, mais bon, c'est anodin.
Alors petit point négatif, enfin normalement c'est censé même être un gros point négatif sur les autres claviers. C'est-à-dire qu'ici sur le Falcon d'Asus, les switches sont soudés malheureusement, du coup on va pas pouvoir les remplacer à chaud si on a besoin ou s'il y en a un qui tombe en panne. Normalement c'est considéré comme un gros point négatif sur tous nos tests, mais étant donné la qualité globale du clavier, et ben, pour cette fois on a fermé les yeux. On a considéré que ça passait, quoi. Tout simplement parce qu'il est très au-dessus du reste sur le marché. On va en profiter également pour aller regarder au niveau des touches qui sont ici, là, vers les ZQSD. Comme vous l'avez expliqué, c'est un clavier qu'on utilise depuis déjà à peu près 8 mois. On a déjà remarqué un début de dégradation au niveau de l'ABS, mais clairement, si on utilise une caméra comme on le fait ici, en fait, on ne voit rien. Donc, il va falloir que vous nous croyiez sur parole. Il y a bel et bien une usure du plastique, mais il est quasiment invisible. En tout cas, on n'arrivera pas à le capter avec la caméra. Il faudra vraiment s'approcher, quoi. On peut, avec un certain éclairage, on arrivera à trouver quelque chose sur la barre espace, mais clairement, il va falloir forcer. Dans tous les cas, ça aussi, c'est censé être un point négatif. On espère vraiment qu'Asus et même toutes les marques d'une manière générale vont généraliser le PBT sur leur clavier et que l'ABS va être réservé au clavier premier prix. Il est temps de conclure cette vidéo et vous l'avez compris, c'est le clavier ROG Falcon de chez Asus qui gagne haut la main le trophée du meilleur clavier low profile mécanique. Il coche toutes les cases et il est de loin le meilleur parmi les autres, notamment grâce à sa sensation de frappe et toutes les innovations qu'Asus a apportées au niveau des switches. La LED au centre et les 4 points d'accroche, comme on a pu le voir précédemment, lui apportent une sensation de confort qui est tout bonnement incomparable avec le reste. Vraiment pour nous c'est un vrai coup de cœur, c'est un clavier qu'on espère qui sera copié par les autres marques par la suite. En tout cas, Asus ici nous fait part d'une belle innovation et on applaudit grandement la marque. La place de top 2 se partage entre le Keychron et le Cherry. Ça dépend de la manière dont vous allez utiliser chacun d'eux. Si c'est pour l'utiliser en sortie de boîte, si vous n'avez vraiment pas envie de vous embêter avec la lubrification, alors forcément c'est le Cherry qui passe devant. Bien qu'il ait un certain nombre de petits défauts au niveau sonore, il sonne un peu creux, il n'a pas de patin et ses stabilisateurs ne sont pas parfaits. Il n'empêche que malgré tout, on le considère comme au-dessus du Keychron à partir du moment où il a plus de features et que le niveau des switches, c'est quand même sur cet aspect-là qu'il gagne. Mais si jamais vous êtes prêt à acheter un petit pot de graisse, à acheter un pinceau et à vous embêter à faire la lubrification, alors instantanément c'est le Keychron qui passe devant, à condition évidemment que vous n'ayez pas besoin du dongle RF pour la connexion à votre PC. Si vous arrivez à vous contenter du Bluetooth, alors c'est lui qui gagne. Par contre, même si aujourd'hui c'est le ROG Falcon d'Asus qui gagne, il est quand même aussi le plus cher. Et si on avait dû nommer un clavier comme le meilleur rapport qualité-prix, alors le Keychron avec 120 € et potentiellement 10 € de plus pour la graisse deviendrait instantanément le meilleur, puisque pour 130 € à peu près, vous avez quelque chose qui est très agréable. Et surtout aussi, on se rappelle qu'il est possible de choisir le format. Ici, on a un 60%, mais vous avez la possibilité également de trouver des 74% et des 100% chez Keychron. De plus, petite chose à mentionner, de tous les claviers, c'est le seul qui propose sur son site d'acheter les keycaps à part, et donc c'est possible de les remplacer avec le temps. Donc voilà, notre top 3 des meilleurs claviers low profile dit mécanique est terminé. On espère qu'on aura réussi à vous aider dans votre choix d'achat et vous serez content une fois que vous aurez l'un de ces claviers en main. Si bien sûr vous en possédez un vous-même, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour en parler en dessous de la vidéo. Voilà, merci à vous, à la prochaine sur Cocoteland.